Merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc je vais vous parler, le topo est divisé en deux. Il a été réalisé avec mon collègue le docteur Julien Ognard. Donc une partie sur le protocole single shot. Donc vous allez voir comment on fait la perfusion et l'imagerie des TSA avec une seule injection. Et la seconde partie sur l'intérêt de l'imagerie spectrale. Vous verrez que c'est devenu indispensable. Alors on travaille sur une machine One Genesis, 320 rangées de détecteurs, 0,5 mm l'épaisseur du détecteur, ça fait 60-40 coupes par rotation, une couverture en Z de 16 cm qui permet de couvrir plusieurs organes, un organe sur une seule rotation. Donc par exemple là, un exemple, vous avez tout l'encéphale, ça fait 16 cm à peu près, et il n'y a pas de déplacement de table. C'est une acquisition 4D sans déplacement de table. Donc, le protocole one-shot, ça permet d'éviter de réinjecter quand vous avez donc un AVC à la phase aiguë qui passe au scanner. On doit réaliser une imagerie de perfusion, une imagerie des collatérales, et puis après faire une imagerie des TSA qui est indispensable pour le geste NRI derrière. Donc avec une seule injection, on fait la perfusion cérébrale et l'imagerie des TSA. Le protocole d'acquisition, donc, qui comporte une angiographie cérébrale dynamique 4D, la perfusion cérébrale 4D et l'acquisition des TSA, donc avec une seule injection de fruit de contraste. Le post-traitement donc, comporte une reconstruction 4D de la perfusion, une imagerie vasculaire dynamique, du time MIP des phases artérielles puis veineuses, une reconstruction en imagerie MBIR FIRST pour l'exploration du Willis, et vous allez voir aussi les applications du FIRST LCD, c'est Low Contrast Detectability. Et enfin, quand il y a besoin, une réduction des artefacts métalliques avec le CMAR si, suite au geste de NRI, par exemple, il y a du matériel, et vous avez besoin de faire une perfusion, voir s'il y a du vasospasme ou pas. Alors voilà le protocole one-shot. Première phase donc, du protocole, c'est une hélice sans injection. Après, on fait un petit bolus test pour connaître le délai auquel il faut pour déclencher l'acquisition dynamique. Et à la suite, vous avez l'acquisition dynamique qui est réalisée avec une injection de 60 ml de produit de contraste qui est pulsée par 50 ml d'eau. La dosimétrie pour tout ce protocole crâne sans injection compris, sur là une vingtaine d'examens qui ont été réalisés, elle est de 3052, donc la DLP milligramme fois centimètre. Alors voilà le protocole. Première partie du protocole, c'est le masque qui sert à la soustraction de l'os. Après, vous avez une phase continue, donc c'est la 4D angio, avec une résolution temporelle qui s'approche de la résolution en artériographie. Résolution temporelle de 0,05 secondes. Après, la machine fait l'exploration des TSA, donc couverture de 16 cm. Et puis après, on passe sur la tête pour faire la perfusion à la phase artérielle et à la phase veineuse avec une période de tir de toutes les 2 secondes. Pour la phase veineuse, on espace les tirs, c'est une période de 5 secondes. Donc tout ça sans déplacement de table et avec une seule injection. Alors, ce protocole, il sert à quoi? La première hélice sans injection, bon, c'est un AVC, donc la question c'est est-ce qu'il y a du sang, oui ou non? Donc ça, on répond. Après, avec le FIRST LCD, on va pouvoir calculer le score aspect. La phase d'après, c'est la 4D angio, qui va améliorer la détection d'une occlusion. Vous ajoutez donc à cela la soustraction, donc on enlève les structures osseuses, et on va pouvoir situer de façon précise l'occlusion et aussi analyser derrière les collatérales. La phase qui suit, c'est la phase de perfusion, donc phase artérielle et phase veineuse. Là, on fait une reconstruction de time MIP. Alors c'est quoi le time MIP? Vous prenez 3 phases, par exemple au temps artériel, et vous les additionnez, et vous allez avoir un gain en contraste. Et on ajoute le FIRST, la reconstruction itérative, FIRST Willis. Donc vous avez un gain en contraste. Pareil, après on retourne sur l'étape de soustraction
et on retrouve l'analyse de nos occlusions et de la collatéralité. La phase artérielle et veineuse, bien sûr, c'est fait pour la perfusion cérébrale. Quantification de la pénombre et du volume infarci. Donc tout ça, ça se fait de façon automatique. Donc aide à la décision thérapeutique. Pour un AVC, pour savoir s'il faut y aller ou pas, s'il y a encore du tissu récupérable. Et enfin, les TSA, ça sert pour voir si vous n'avez pas une sténose en tandem. Et puis la morphologie, donc ça aide le neuroradiologiste interventionnel pour savoir si le cathétérisme va être rapide ou pas. Donc voilà à quoi sert ce protocole en one-shot. Alors quelques exemples. Donc ça c'est des scanners sans injection. Donc c'est pour voir s'il y a du sang. Et puis faire la cotation aspect. Donc ici le crâne sans le first. Donc on devine ici l'hypodensité qui touche le cortex. Avec le first LCD, on s'aperçoit que en fait, l'AVC il est un peu plus étendu que si on avait regardé juste l'imagerie sans injection, sans first LCD. Un autre exemple ici, pareil, difficile à voir là, ici. Et en fait, avec le first LCD, on voit l'hypodensité clairement. Les TSA, donc je vous ai dit que c'est un volume de 16 cm. Ici, c'est juste un effet de coupe. Hein, la carotide, elle est perméable. Et ici, vous voyez, il y a une dissection. On voit ici l'hématome dans la lumière, là. Donc, on voit très bien. Vous voyez la qualité. Donc là, il y a une dissection. Les phases donc, vasculaires, artérielles et veineuses, donc, elles servent aussi à reconstruire votre polygone de Willis. Donc ça, c'est un temps artériel, la phase artérielle. On rajoute le first Willis et on a un meilleur contraste. Vous voyez qu'ici, on voit un peu mieux les branches de division de la sylvienne. Ici, là. Phase vasculaire, donc la soustraction, donc ça enlève les structures osseuses. Ça permet aussi de bien détecter le site de l'occlusion. Voilà un exemple de la 4D. Donc vous pouvez tourner dans tous les sens. Là, je vous ai mis une vue d'en haut et une vue frontale. Donc vous voyez bien ici l'occlusion, là, qu'on retrouve là. Alors, si vous voulez regarder, pas en 4D, juste en faisant des captures d'écran des différentes phases, on voit très bien ici le site de l'occlusion. Et puis, ici, après, on a le temps veineux. Et chez ce patient, on voit qu'il n'y a pas de collatéral. Alors, les patients qui passent donc sous les mains des NRistes, quand ils ressortent, ils ont ça. Et puis comme, admettons, c'est une hémorragie ménagée avec, c'est le traitement de l'anévrisme, ou c'est un flow diverter, donc ça vous gêne pour analyser une perfusion, savoir s'il y a un vasospasme ou pas. Vous faites votre CEMAR, donc CEMAR c'est Single Energy Metal Artefact Reduction, et il n'y a pas besoin d'écrire sur la photo si lequel est avec CEMAR et lequel est sans CEMAR, c'est clair. Et puis vous avez votre 4D derrière aussi qui est exploitable, et la perfusion aussi. Donc ça se fait sur les images brutes. Hein, c'est ça qui est important. La perfusion cérébrale, alors c'est très facile. C'est presse-bouton. Vous avez votre mismatch qui est calculé. La zone de pénombre ici en jaune, la zone de nécrose en rouge. Ici c'est un autre cas avec il n'y avait pas de pénombre. Hein, donc vous avez une baisse à la fois du CBV et du CBF. Donc tout est rouge, il y a peut-être une toute petite ici extension de la pénombre. Et la position des ROI, c'est vous qui voyez, soit c'est automatique, c'est la machine qui les met, soit vous pouvez le faire de façon manuelle. Et après, vous pouvez faire des reconstructions en VRT et tourner autour. Bon, c'est assez flatteur comme image, mais c'est vrai nous on travaille sur les images axiales, c'est suffisant. Donc notre utilisation de ce protocole one-shot, c'est toute suspicion d'AVC ischémique de moins de 24 heures qui passe au scanner. Alors la dosimétrie, elle est de 3052, je vous ai dit, plus ou moins 19, contre 2900
pour un protocole qui comporte donc une perfusion cérébrale et une réinjection pour les TSA. Donc dans ce protocole-là, il n'y a pas d'enjeu 4D et vous êtes obligé de réinjecter 50 ml de produit de contraste. Nouveauté, donc ça c'est en avant-première, ça va être annoncé au RSNA. On va pouvoir bénéficier d'algorithmes bayésiens pour la perfusion cérébrale. Donc le but c'est de diminuer la sensibilité au bruit des reconstructions de la perfusion cérébrale, d'obtenir des cartographies de meilleure qualité et on ne sait pas peut-être, donc là les études le diront, un peu comme l'imagerie, les reconstructions itératives, est-ce qu'on va pouvoir faire baisser la dose puisqu'on a des algorithmes qui enlèvent plus de bruit. Est-ce qu'on peut baisser encore les constantes, quitte à avoir des images bruitées, mais avec notre algorithme bayésien, on va s'affranchir de ce bruit. Donc voilà un exemple. Donc ça c'est le logiciel actuel, l'algorithme actuel. Et ça c'est avec les reconstructions avec l'algorithme bayésien. Donc si vous aviez un doute, par exemple, ici sur l'extension de l'AVC, vous voyez qu'avec l'algorithme bayésien, vous n'avez plus le doute. C'est bien délimité. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? On continue. Alors, notre scanner permet de faire de l'imagerie spectrale. Donc c'est quoi l'imagerie spectrale? Donc il faut savoir que la matière, un élément peut se comporter de façon différente à des énergies différentes. Donc c'est une information supplémentaire par rapport à une acquisition monoénergétique. Un exemple, c'est le calcium et l'iode, ils peuvent avoir une même densité UH pour un kilovoltage donné, donc ça va être difficile de séparer, de dire si c'est plutôt du calcium ou si c'est plutôt de l'iode. Et grâce à ces deux spectres d'énergie différentes, donc par exemple 80 et 135 kV, les profils d'atténuation vont être différents en fonction du matériel examiné. Donc une dosimétrie pour une double énergie, une imagerie spectrale, elle est de l'ordre de 580 mg/cm. Alors voilà comment les deux modes sur notre machine, donc soit le mode qui est préconisé, qu'on préfère, c'est le mode volumique. Donc ces deux acquisitions ou deux rotations sans mouvement de la table successives, donc soit vous choisissez 80-135, soit 100 kV et 135 kV. Adaptation automatique de la valeur des milliampères entre les deux rotations pour obtenir un niveau de bruit superposable et optimiser la dose. Et vous avez un champ, une couverture qui s'étend de 40 mm à 160 mm. Donc c'est vous qui voyez si vous avez besoin de 40 ou si vous avez besoin de 160 mm de couverture. Vous pouvez choisir le mode hélicoïdal pour faire de la double énergie. Donc pareil, il y a une adaptation automatique des masses. Il y a une coupure des X quand ça passe au-dessus du patient. Et le pitch est déterminé de façon automatique. Donc il y a un switching DKV lorsque le tube passe au-dessus du patient. Alors les méthodes de reconstruction que permettent donc l'imagerie spectrale, c'est donc une reconstruction dans les données brutes, un FOV jusqu'à 50 cm sans limitation. Vous pouvez avoir une reconstruction de 100 niveaux d'énergie monochromatique, des keV, donc ça va de 35 à 135 keV. Cartographie de l'iode et VNC, donc VNC c'est pour Virtual Non Contrast. Décomposition des matériaux. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin, c'est le Z effectif et la densité électronique. Donc, ce qu'on utilise, nous, en neuroradio, je ne parle pas de l'imagerie, ça a été bien abordé au niveau abdominal pour voir le sang, etc., dans les parois des occlusions. Nous, au niveau de la tête, donc la question c'est est-ce que c'est de l'iode, est-ce que c'est du sang, est-ce que c'est du calcium? Donc on a besoin de ces cartes, vous allez voir des exemples. Et l'imagerie virtuelle monochromatique aussi, c'est intéressant. Le Z effectif, c'est si vous faites de l'imagerie médico-légale, ça peut avoir des applications pour les drogues et puis pour autre chose. Alors pourquoi on fait de l'imagerie spectrale dans les AVC? C'est important de séparer l'iode de ce qui ne l'est pas. Évaluation d'hémorragie intracrânienne en cas de rupture de la BHE. Donc savoir si c'est du sang ou est-ce que c'est de la rupture de BHE chez des gens qui sont déjà passés
en artériaux avant. Évaluation précoce de la plage ischémique. Donc ça, c'est important. Et donc je vous ai dit surtout après un cathétérisme. Donc on va voir des exemples. On voit d'abord les séries qui sont générées par la machine automatiquement, c'est instantané, il n'y a rien à faire. Donc ici, vous avez une carte de l'eau. Donc alors, pour retenir ce qui est en haut, vous avez le dénominateur qui correspond à la soustraction de la chose qui est en bas. Donc si on dit c'est H2O sur I, c'est-à-dire qu'on a soustrait l'iode, c'est l'imagerie de l'eau. Ici, quand c'est l'iode sur O, c'est l'imagerie de l'iode et on a soustrait l'eau. Ici, c'est H2O sur calcium, on a soustrait le calcium. Vous voyez qu'ici, la voûte crânienne, elle est noire. Et ici, c'est le calcium, l'imagerie du calcium sur l'eau. On a soustrait l'eau. Après, donc, vous pouvez avoir votre imagerie donc, avec les keV. Donc ici, c'est l'imagerie de l'iode à 66 keV. Ça, c'est la carte de l'iode avec l'échelle en couleur. Ça, c'est les images natives à 80 et 135. Alors, on va voir quelques exemples pratiques. Donc, c'est un monsieur qui a fait une occlusion de l'artère cérébrale moyenne droite, et puis qui avait aussi une sténose, donc au niveau de la carotide interne droite, sténose bulbaire. On était à H+2 de son déficit, et avec un niche à 16. Donc ça, c'était avant traitement. Ça, c'est après reperméabilisation. Ce monsieur, la question se posait, est-ce qu'il fallait stenter ou pas ses carotides dans le même temps? Il a bénéficié d'une acquisition volumique sur le capteur plan de la table, de l'artériau, et on a ces taches. Donc c'est blanc, ici et là. Donc la question est, est-ce que c'est du sang, ou est-ce que c'est juste de la rupture de la BHE? Alors à la phase hyper aiguë, il n'a pas eu de stent, pas de stent en phase hyper aiguë. Donc ça c'est le scanner. Donc après, il est passé sur le scan, donc un scanner non injecté, mais qui a déjà eu l'injection de l'artériau avant. Et là, vous avez l'imagerie de l'iode, et on a soustrait l'eau. Donc vous voyez que l'imagerie de l'iode vous montre ici, au niveau de la tâche, l'endroit où il y a l'hyperdensité, vous voyez que c'est blanc. Donc c'était de l'iode, c'est pas du sang. Et pareil pour la zone qui était pariétale, temporale postérieure. Donc ça a été confirmé par l'IRM. Vous voyez que l'IRM qui a été faite après montre que c'est bien un accident ischémique. Il n'y a pas de dépôt d'hémosidérine du tout. Il y a une atteinte ici corticale et on voit ici l'imagerie de l'iode avec la zone tout à l'heure qui faisait peut-être penser à une petite hémorragie méningée ou pas. Donc c'est bien une rupture de BHE. Un autre cas, c'est une dissection post-chirurgicale de la carotide interne droite, bulbaire, qui a entraîné une sténose très serrée là, et une occlusion du T carotidien. Donc on était à H+6 avec un niche élevé à 21, et le patient était contre-indiqué à l'IRM. Donc il a eu un stenting de sa carotide interne droite, et qui a permis de couvrir la dissection, et une bonne revascularisation intracrânienne. Donc on a tout récupéré. Il a un scanner sur table qui montre ça. Donc vous voyez, c'est assez étendu. Est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est de la rupture de BHE? Ça, c'est le scanner cérébral, donc sans injection post-procédure. Donc, est-ce que c'est une extension de son AVC ou pas? Le patient était contre-indiqué à l'IRM. Je vous remonte son scanner qui a été fait H+10, sans injection. Donc dire ici, est-ce que c'est des suffusions hémorragiques, une transformation hémorragique de son AVC? Est-ce que c'est de l'iode? Voilà. Grâce à l'imagerie spectrale, il n'y a pas de doute. Toute cette zone-là, ça correspond à de l'ischémie. Il n'y a pas de d'iode dedans. Donc on voit très bien ici son AVC sylvien superficiel et profond sur cette imagerie de l'eau. Voilà. Si on descend sur les coupes qui sont juste en dessous, on voit une tache blanche ici, une hyperdensité profonde sur l'imagerie de l'eau. Et donc ça, c'est une transformation hémorragique. Une petite plage de suffusion hémorragique dans son vaste AVC sylvien. Alors voilà comment il a évolué le patient. Post-procédure, donc ici je vous ai mis l'image à H+10. On voit l'hyperdensité, donc petite hémorragie. Et vu que son AVC était très étendu, il a eu une crâniectomie décompressive, préventive. Et vous voyez que le contrôle, en fait, ça s'est étendu
la plage hémorragique. Donc son AVC hémorragique, sa transformation hémorragique de son AVC s'est étendue. Un autre cas, c'est une hémorragie ORL avec rupture d'un faux anévrisme carotidien par envahissement tumoral. Ici, il a eu un stent couvert, tarissement du saignement. Et il y a eu une complication après la pose du stent, parce que c'était en urgence, il n'y a pas eu de préparation préalable. Embole sylvien gauche M2, il a eu une thrombectomie mécanique, il a eu du réopro, et on a une persistance d'un flux ralenti en M3 au niveau des divisions pariétales. Donc ce monsieur, pour savoir, donc il a eu du réopro, un anti-agrégant plaquettaire, pour savoir s'il a saigné ou pas, comment il va évoluer. Il a eu une imagerie spectrale post-procédure, donc évaluation des lésions ischémiques, gestion du relais par les anti-agrégants, et sur le scanner, donc sans injection, mais qui avait été injecté pour sa procédure, on ne voit pas grand-chose. Sur l'imagerie de l'iode, on voit cette zone-là. Donc, il y a une rupture de la BHE ici. Et vous voyez que quand on soustrait l'iode, on a très bien la zone qui a été infarcie là. Alors, un autre cas, c'est pas de l'AVC, mais presque. Donc, le patient avait un gros méningiome stade 4, donc de l'angle ponto-cérébelleux. Il a été opéré et en post-opératoire, le monsieur fait un déficit du membre supérieur gauche. Donc on lui fait un scanner one-shot. Et puis après, on se dit, mais cette affaire-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est pas du sang? Est-ce que c'est encore du méningiome ou pas? Donc il a son imagerie spectrale et avec la carte de l'iode. Donc vous voyez que là, ça c'est du méningiome qui reste. Et par contre, au sein du foyer opératoire, il y a des remaniements hémorragiques. Là, on a soustrait l'iode, et vous voyez quand même, il y a des taches blanches. Donc ça, c'est du sang. Donc notre utilisation principale de l'imagerie spectrale en neuroradio, c'est lié à l'augmentation des gestes endovasculaires, difficulté de la détection de l'hémorragie avec présence de rupture de la BHE. Donc c'est des patients dont la prise en charge multidisciplinaire elle est difficile. Des patients qui peuvent être contre-indiqués à l'IRM, agités, intubés, difficulté de stabilisation, besoin d'un examen rapide et disponibilité de la machine en sortie de salle immédiate. Et après, vous avez le contrôle hors cadre systématique, là on fait pas ça à tout le monde, d'un patient ayant bénéficié d'un geste endovasculaire dans les dernières 12 à 24 heures. Donc on fait une imagerie spectrale chez un patient s'il a eu un geste la veille, quoi. Donc assurer la caractérisation scanographique d'une hyperdensité. Merci.